Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour cet épisode consacré aux éphémérides du mois de mars 2020. Le mois de mars est un de mes mois préférés tout simplement parce que les nuits sont encore longues, parce que le temps commence éventuellement à radoucir et en tout cas on peut avoir des opportunités d'avoir un ciel découvert pour pouvoir aller observer, et surtout parce que c'est le mois du marathon de Messier. Et donc aujourd'hui je vous propose de passer en revue les différents points à considérer sur ce mois de mars, les phases de la Lune, les événements planétaires, et on a un beau festival sur la deuxième quinzaine du mois, et voilà, tout ce qu'il y a à savoir pour vous préparer vos sorties et d'observations astronomiques sur le mois de mars 2020. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors bien sûr, la première chose à voir, c'est de regarder déjà les phases de la Lune, puisqu'elles vont déterminer la possibilité d'observer le ciel profond, ou au contraire nous obliger à nous limiter à l'observation planétaire, dans la mesure bien sûr où la présence de la pleine Lune est extrêmement gênante. Donc là vous avez le calendrier que vous avez l'habitude de voir tous les mois bien sûr, et vous retrouverez dans la description donc tous les fichiers correspondants. Donc vous avez les différentes phases de la Lune et on pourra noter un premier quartier le 2, une pleine Lune le 9, un dernier quartier le 16 et une nouvelle Lune le 24. Donc là, à partir de ce moment-là, on va très vite comprendre que sur la première quinzaine du mois, il ne va pas être trop possible de faire de l'observation du ciel profond. On notera qu'on a un retour quasiment le premier quartier, le 31, puisque le premier quartier sera le 1er avril. Donc vraiment la deuxième quinzaine du mois de mars sera vraiment plus adaptée pour le ciel profond, et on notera le vendredi 20 et 27 au soir et samedi 21 et 28 au soir qui seront des soirées où on ne sera absolument pas gêné par la présence de la Lune, et donc l'opportunité de faire du ciel profond. Et ça tombe bien puisqu'on est pile poil dans le créneau pour faire le marathon de Messier. Donc c'est vraiment parfait pour le faire cette année. Clairement le 28 au soir, c'est peut-être l'opportunité même d'aller toucher les 110 si vous êtes sur une latitude assez basse, donc j'ai envie de dire Toulouse ou plus bas. Là vous avez peut-être une opportunité de pouvoir taper les 110. Si vous êtes plus haut en latitude, bien sûr, ce sera un petit peu plus difficile. Alors je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, le marathon de Messier consiste à observer pendant la même nuit les 110 objets du catalogue de Messier. C'est pour moi un des moments phares de l'année, clairement, en observation, puisque là, pour les habitués du Nord-Pas-de-Calais, si vous voulez, on essaye de descendre à 20 km au sud d'Arras, du côté de Bapaume, sur un ancien aérodrome, et de se retrouver là pour pouvoir faire une observation voilà, sans être trop gêné par la pollution lumineuse, parce que là on fera clairement la nuit blanche, et là on a pas loin de 10 heures d'observation non-stop, mais on a un véritable festival, puisque dans cette période de l'année, eh bien, la Lune se trouve le plus loin possible de tous les objets de Messier, et donc on a la possibilité de chercher à les observer tous. Donc c'est vraiment une opportunité formidable si vous avez en particulier un gros Dobson, mais vraiment c'est la période pour faire du ciel profond, parce que là vous avez tous les objets les plus faciles et les plus sympas à regarder. Donc on va revenir sur notre calendrier cette fois. Donc sur le calendrier vous avez bien sûr toutes les données des horaires de lever du soleil, de coucher du soleil. Alors c'est des données moyennes pour Paris à peu près, hein, bien sûr. On notera que le dernier week-end vous avez le changement d'horaire, on passe à l'heure d'été. Donc c'est pour ça que vous avez un saut un petit peu au niveau des calculs, parce que je refais des calculs de transposition pour se calculer le coucher du soleil, mais le lever le lendemain matin, mais qui correspond à la soirée considérée. C'est pour ça que cette deuxième colonne, vous avez 6h25 qui apparaît ici. On notera bien sûr l'équinoxe de printemps le 20, donc ça va être assez déterminant. L'équinoxe, hein, c'est le moment où la nuit est égale à la durée du jour, donc voilà, les jours rallongent clairement de minute en minute, et on gagne une demi-heure en fait de journée par semaine, donc on perd une demi-heure de nuit par semaine dans le sens inverse. Donc on aura noté les phases de la Lune, vous les retrouvez ici avec la forme des calculs en fait dans combien de temps la Lune se couche après le coucher du Soleil, ou inversement, dans combien de temps elle se lève après le coucher du Soleil. Ça nous donne une assez bonne indication du fait de savoir si la Lune va vraiment nous gêner ou pas.
Donc bien sûr, on est sur du planétaire sur la première phase, la première partie du mois. Donc les premiers 2, 3, 4, 5, là vous pouvez vous intéresser aux différents épisodes de Laurent Oumar de la chaîne 70-900 avec sa série Moon Explorer. Il vient de sortir un nouvel épisode, donc ça vous fait 7 épisodes avec autant de détails extraordinaires à aller observer sur la surface de la Lune. Donc voilà, je pense que, enfin, personnellement, j'ai pas trop eu le temps là de vous dire. Le premier, ce sera tel épisode, le deuxième jour, ce sera tel épisode, etc. Je pense que c'est important que vous preniez le temps de vous approprier vraiment les épisodes de Laurent, de façon à ce que le jour où vous arrivez sur la Lune, et bien voilà, vous êtes familier déjà avec les différentes zones à observer, et vous savez, même si vous ne savez pas forcément par cœur voilà le nom du site, vous savez, là il y a un site qui est intéressant à observer parce que Laurent fait un épisode et je repère qu'on est pile poil sur le Terminateur, etc. Donc je vous mets bien sûr dans la description le lien sur sa playlist et franchement je vous recommande ces épisodes, ils sont juste exceptionnels et très clairement j'ai pas l'intention de faire des épisodes comme ça sur de type Moon Explorer dans la mesure où il a tout dit et il va continuer à en faire. Donc voilà, en tout cas Laurent, tu sais très bien ce que je pense de tes épisodes et je vous recommande à tous d'aller les voir. Donc on notera, on parlera du planétaire et de la comète Pan-STARRS tout à l'heure. Donc on avait dit le premier quartier, on a un rapprochement avec M44, donc le 7, là en l'occurrence, bon, bien sûr la Lune, elle se rapproche de la pleine Lune, très clairement, c'est juste l'occasion de pouvoir la repérer. Vous avez la pleine Lune effectivement le 9, avec une périgée le 10. Donc la périgée, c'est le moment où la Lune est la plus proche de nous, donc on est sur ce qu'on appelle les superlunes chez les astrologues. Alors, nous, on ne s'intéresse pas à l'aspect astrologique, bien évidemment, mais ce qui nous intéresse, c'est l'impact, le diamètre apparent de cette pleine Lune et sa luminosité. Et comme elle est plus proche, son diamètre apparent est plus grand, et à partir de ce moment-là, je crois que la surface, elle est au moins 20% supérieure. La surface, hein, attention, pierre carrée. Mais du coup, la luminosité est plus importante également. Et en plus de ça, comme on est en hiver, et ben, la Lune est très très haute. Donc très clairement, on a une pleine Lune hyper gênante en cette période-là du mois. On aura un dernier quartier donc qui va avoir lieu le 16 et on notera par contre une conjonction avec Mars et Jupiter le 18 au matin. Le 19 au matin, on a une conjonction avec Saturne qui est un petit peu plus lointaine. On a la nouvelle lune le 24 et elle est à son apogée à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle est au plus loin de la Terre. Et on a un premier quartier qui sera le 1er avril, donc en fait on aura de nouveau progressivement les croissants de lune qui vont apparaître à la toute fin du mois. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est au niveau du planétaire. Alors au niveau du planétaire, on a quand même des petites choses intéressantes. La comète C 2017 T2 Pan-STARRS, donc on en a parlé le mois dernier déjà, elle continue sa petite virée du côté de la nébuleuse du cœur et de l'âme, donc toujours des opportunités de pouvoir la photographier, même si elle commence à devenir basse sur l'horizon, une fois voilà, puisque Cassiopée est plutôt en train de se coucher du côté du nord-ouest. Mais voilà, vous avez des belles opportunités encore de photographier cette comète, donc il faut en profiter. Voilà, je vous remets la photo qui a été faite par Cédric Ladger, mais il y en a d'autres qui l'ont faite. Et vraiment, voilà, continuez à vous faire plaisir sur cette comète. Avec un Samyang 135, j'aimerais beaucoup voir ce que ça donne avec les nébuleuses à côté. Si l'un d'entre vous a ça, bah, essayez d'en profiter, ça vaudrait le coup. Donc je vous mets un petit peu l'évolution, hein, je vous la mets chaque samedi, donc le 1 c'est un dimanche hein, bien sûr, mais le 7, le 14, le 21 et le 28, et vous voyez donc l'évolution. Vous voyez qu'elle commence à chasser à la fin du mois, et là on est sur une zone où elle va devenir vraiment très très basse, vu comme elle chasse. Voilà, ça va commencer à devenir un petit peu gênant, mais donc effectivement il va falloir trouver le bon moment par rapport aux contraintes de la Lune pour continuer à la photographier. On notera par contre une conjonction supérieure de Neptune, donc on est le 8. Donc conjonction supérieure, c'est-à-dire que Neptune est de l'autre côté du Soleil, donc bien sûr on ne peut pas la voir. Elle est à 2,2 degrés de centre à centre, mais voilà, c'est juste à noter que Neptune n'est pas dans une situation observable actuellement, tout simplement. Par contre, on notera une conjonction Vénus-Uranus à 2,2 degrés. Ah oui, pardon, alors 2,2 degrés, je me suis peut-être trompé pour la conjonction de Neptune.
Mais 2,2 c'est la distance de Vénus avec Uranus, et donc l'opportunité, oui, Vénus-Uranus, donc l'opportunité d'aller chercher à observer Uranus. Et je vous remets l'épisode sur Uranus, je vous promets bien sûr un épisode sur l'observation de Vénus. À l'œil nu, je pense que vous n'avez pas trop de difficulté à la voir, puisque vous êtes beaucoup à dire « Ah, c'est quoi cette étoile brillante le soir, machin ?» C'est Vénus, tout simplement. Mais par contre, il y a quand même des petites choses à dire sur l'observation de Vénus, et donc je vous ferai un épisode sur la série des observations des planètes du système solaire, bien sûr. Donc le 14, on a une opposition de l'astéroïde 27 Euterpe de magnitude 9,4. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment les astéroïdes, ce sera le seul vraiment astéroïde en opposition ce mois-ci. Le suivant, vous allez voir, il est beaucoup trop bas. Par contre, voilà, sur la fin du mois, à partir du 18, et bien là, vous avez ce festival extraordinaire qui nous est offert. Donc le 18, vous avez la Lune qui est pas loin de Mars et de Jupiter, mais en fait, pendant tout le mois, vous allez avoir Mars, Jupiter, Pluton et Saturne qui seront dans la même zone. Donc Pluton est plus difficile à photographier, mais vous allez avoir une opportunité, vous allez voir. Donc, le 18, on a dit qu'on avait la Lune qui était à côté de Mars et de Jupiter. Vous avez donc le 19, vous avez une conjonction de la Lune avec Saturne. Donc elle a passé tout le petit monde. Et par contre, vous avez ce que j'appelle la pré-conjonction de Mars et de Jupiter. C'est-à-dire que si effectivement il fait pas beau le lendemain qui est le 20, vous pouvez toujours essayer le 19 au matin par exemple. Le 20, vous avez effectivement la conjonction, donc cette fois de Mars et de Jupiter. Vous avez la post-conjonction le lendemain avec l'opportunité de photographier également Pluton, pourquoi pas dans le champ, avec un appareil photo numérique. Il suffit de faire des poses suffisamment longues. Je vous renvoie à mon tutoriel sur la photographie de Pluton. Si l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous pouvez faire des photos, je suis très intéressé par ça. Et notamment s'il y en a qui ont des lunettes 100 ED ou du 150-750, que ce soit lunettes ou que ce soit tube Newton, essayez de faire ces séries-là avec des pauses de 15 ou 30 secondes. Vous pouvez déjà commencer à mettre en évidence Pluton avec un appareil photo numérique sur donc un télescope avec motorisation. Il n'y a pas forcément besoin d'autoguidage vu la durée des pauses, mais avec un peu de stacking, on arrivera à la retrouver. L'objectif, c'est d'avoir plusieurs personnes qui ont fait ça et d'essayer de corroborer, pourquoi pas, les différentes photos. Donc, on a justement la vraie conjonction proprement dite de Mars et de Pluton le 23, mais elle sera tellement proche que là, je pense qu'il n'est pas trop faisable de photographier Pluton parce que Mars est quand même assez lumineuse et donc vous risquez en fait d'avoir Pluton qui soit vraiment noyé dans la pollution lumineuse de Mars, donc c'est pas franchement l'idéal si vous voulez chercher à la photographier. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux la tenter le 22 ou le 24 en vous basant tout simplement sur Mars et avec une application comme Sky Safari, vous avez les exemples à l'écran, et bien vous pouvez prévoir votre cadrage. Donc celui que vous avez, c'est celui d'un full frame à 800 de focale. N'oubliez pas que si vous avez un APS-C à 1000 de focale, et ben le champ est clairement 4 fois plus petit. Voilà. Ensuite, vous avez la post-conjonction le 24 entre Mars et Pluton. Par contre, vous avez l'élongation ouest de Mercure à 27 degrés 8. Alors là, on notera une chose, c'est que, rappelez-vous, le mois dernier, on a eu une élongation est de Mercure observable le soir, et elle était quand même assez haute. Pourtant, elle n'était pas très très loin du Soleil. Je crois qu'on était à 17 ou 18 degrés. Là, on est à 27 degrés, donc c'est quand même beaucoup plus. Et pourtant, elle est beaucoup plus basse sur l'horizon, tout simplement à cause de l'inclinaison de l'écliptique par rapport à l'ensemble. Et donc là, vous avez quoi comme résultat? Eh bien, elle est quasiment inobservable, quoique, c'est pas forcément totalement utopique d'essayer de tenter la chose si vous faites le marathon de Messier ces jours-là, mais ça va être quand même assez difficile. Donc ceux qui font le marathon de Messier le week-end du 21-22, vous pouvez peut-être tenter à voir. Et vous avez par contre l'élongation est de Vénus au soir à 46 degrés d'élongation du Soleil. Donc elle est quand même, 46 degrés, c'est quand même assez conséquent. Donc vous avez bien sûr un premier quartier de Vénus qui est observable en cette période. Et donc justement, on va s'intéresser aux phases des planètes. Donc les phases des planètes, vous voyez que Mars, elle est quand même très très lointaine, elle est assez petite et elle nous montre, on distingue à peine si elle est gibbeuse ou pas. Par contre Mercure, vous voyez que vous avez des phases de type un peu premier quartier. On a dit donc que
Voilà, le premier, enfin les élongations maximales, elles sont le 24, vous voyez, on est entre le 15 et le 31. Et donc on a voilà, un dernier quartier de Mercure, entre guillemets. Et pour Vénus, on a un premier quartier donc, qui se situe voilà, par ici. Et donc on a, par contre, on a Vénus, vous voyez qu'elle grossit en diamètre apparent. Donc si vous avez commencé à faire des photos déjà depuis quelques semaines, eh bien, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir nous montrer quelque chose de sympa. Vous voyez que Jupiter et Saturne, bon, bah, elles ont déjà un beau diamètre apparent, mais finalement, elles ont peu de variations du diamètre apparent. Je vous renvoie aux épisodes sur l'observation de Jupiter et de Saturne, qui sont assez intéressants. Vous avez bien sûr celui d'Uranus également, qui nous concerne ce mois-ci. Mars, on le fera bien plus tardivement, hein, vous inquiétez pas, je ne vous oublierai pas. Donc on continue sur notre fin du mois. Donc le 27, on a l'opposition de 71 Niobe, qui est encore un astéroïde, cette fois magnitude 10,4. Par contre, il sera extrêmement bas, donc ceux de l'hémisphère sud pourront en profiter. Par contre, sinon, je pense que c'est pas tellement la peine de trop tenter. Puis bon, l'observation d'un astéroïde, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus intéressant. Et par contre, vraiment à la fin du mois, c'est-à-dire le 31, vous avez au matin la conjonction entre Mars et Saturne. Elles seront relativement proches, donc un appareil photo numérique avec un télescope type Newton par exemple, vous pouvez avoir les deux sur la même image, et là vous essayez de faire un peu voilà, plusieurs expositions différentes pour mettre en évidence les lunes de Saturne ou inversement, voilà, et vous vous adaptez aux différences de luminosité, essayez de faire quelque chose. Voilà, on a la préconjonction hein, qui est le 30, il y a encore une opportunité de faire. Donc, ensuite, pour le ciel profond, on avait dit qu'on avait un rapprochement de la Lune avec M44 le 7. On a surtout les deux week-ends pour le marathon de Messier qui sont vraiment très intéressants. Donc le week-end du 21-22, vous pouvez le faire soit le vendredi, soit le samedi soir, hein, bien sûr. Et 27-28, la même chose. Personnellement, au-delà clairement de 45 degrés de latitude nord, il vaut mieux être plutôt sur vraiment fin mars, début avril, pour pouvoir essayer d'en avoir le maximum. Vous en perdez 3 ou 4 le soir, mais vous avez finalement plus de facilité au petit matin avec tous ceux qui sont extrêmement bas dans le Scorpion, dans le Sagittaire, etc., etc. Donc c'est à noter. On notera bien sûr que le week-end du 28-29, on a le changement, le passage à l'heure d'été. Donc voilà, en tout cas pour le ciel profond, il y a quand même énormément d'opportunités. Donc vous pouvez vous rendre sur les vidéos sur le marathon de Messier proprement dit pour ceux qui veulent le faire, mais vous avez aussi la vidéo que je viens de sortir sur la reconnaissance des constellations et des objets du ciel profond les plus faciles sur le ciel d'hiver. Donc c'est une navigation 3D et vous avez le lien carrément sur voilà, sur le panorama 360. Je continue toujours à travailler pour vous améliorer un petit peu ça. Si quelqu'un d'entre vous connaît un site qui me permettrait d'héberger ça ou de générer ça, ce type de panorama 3D mais en très haute résolution et non pas complètement recompressé par les sites, ça m'intéresse énormément. On termine avec l'ISS. Alors l'ISS, elle est sur du matin pendant toute la première partie du mois, hein, donc jusqu'au 13. Ensuite, elle est en nocturne, donc là, c'est pas la peine de tenter. Et toute la fin du mois, donc à partir du 18, là, vous avez une opportunité de photographier l'ISS en soirée. Et vous avez 3 tutoriels sur la chaîne, donc vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir bien vous faire plaisir. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il y a un peu à savoir pour pouvoir profiter au maximum de ce mois de mars. Voilà, n'hésitez pas, si le ciel se découvre, à essayer de sortir et de profiter de ce ciel, parce qu'il y a beaucoup de très très beaux objets, en particulier voilà, la grande nébuleuse d'Orion, mais il y en a d'autres qui sont tellement sympas à observer. Alors sinon, par contre, je n'enchaîne pas là directement avec vos plus belles photos du mois de février. On va faire finalement des épisodes séparés. Il y a 2 raisons à ça. La première chose, c'est que ça me rajoute du boulot, et que plus il y a de boulot dans un seul et unique épisode, plus il est difficile de le sortir dans les temps. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que autant les épisodes d'éphémérides n'ont pas forcément vocation à rester, à être revus plusieurs mois après, autant des épisodes qui présentent vos plus belles photos, eh bien elles ont tout intérêt à pouvoir être reconsultables. Donc je vais faire une playlist sur les films, les photos, les observations, etc., les croas. Enfin, je vais voir comment je vais l'appeler, vous la trouverez en lien dans la description. Et donc je mettrai le film sur le film pour les vœux astronomiques, le film du marathon de Messier, mon compte rendu à Saint-Véran. Vous retrouverez donc vos plus belles photos du mois de janvier.
Et dans quelques jours, je vous posterai également vos plus belles photos, cette fois du mois de février. Et on va procéder comme ça, de façon à nourrir aussi cette simple playlist, avec simplement des films, juste pour se faire plaisir à regarder des belles photos, parce que vous êtes nombreux à faire des très belles photos, et j'aimerais pouvoir mettre ça en valeur d'autant plus. Les épisodes à venir sur le mois, il y aura donc la deuxième partie sur la question de Betelgeuse, on parlera des nébuleuses planétaires. Il y aura aussi un petit addendum à propos de l'observation des supernovas. J'avais complètement oublié, je m'en suis aperçu, de parler de cet astronome amateur argentin qui avait carrément filmé l'apparition d'une supernova dans une galaxie, et donc ça peut être intéressant d'essayer d'en parler. Enfin, je vais voir si j'ai le temps et surtout la possibilité de trouver suffisamment de ressources. Je suis en train de réparer mon Samyang 14, donc je pense qu'à un moment donné, vous aurez un épisode sur savoir comment le réparer, comment le régler, parce que je crois comprendre que je ne suis pas le seul finalement à avoir eu de tels problèmes. Vous aurez aussi l'épisode que je vais donc complètement retourner sur les correcteurs de dispersion atmosphérique. Alors petit spoil, ce sera une collab en fait quasiment avec Pierre du magasin Pierrot Astro, puisque c'est lui qui a inventé le correcteur de dispersion atmosphérique de Pierrot Astro, le Mark 1 et le Mark 2. Donc le Mark 1 ayant été copié pour devenir par Omegon, par Bader, par TS Optics. Et donc il m'a donné un certain nombre de considérations vraiment très très précieuses, et ça justifie pleinement que je vous retourne intégralement l'épisode pour vous faire vraiment un épisode de référence dans lequel vous allez trouver tout ce qu'il y a à savoir dessus. Et puis il y a ensuite une autre collab qui est en prévision, je ne vous dirai pas de quoi il s'agit, ce sera une surprise, mais je pense que ça vous fera plaisir, surtout si vous utilisez un télescope Newton et que vous voulez faire de la photo du ciel profond. Voilà, et puis on reviendra également sur la photo planétaire dès que j'aurai le temps. Vous voyez, j'ai plein d'épisodes, en fait j'ai plus d'une dizaine d'épisodes qui sont en cours de préparation un petit peu en parallèle. C'est pas toujours facile de vous donner une cohérence sur la suite des épisodes qui sortent, mais l'objectif c'est quand même de pouvoir vous sortir régulièrement des épisodes. Et donc voilà, c'est à ce prix de travailler sur plusieurs épisodes en parallèle. Je vous remercie de votre attention, vous savez comment soutenir la chaîne par quelques petits clics, et de partager cet épisode en particulier, et puis de laisser un petit message et tout ça. Et puis je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro, merci, au revoir.